Et l'argent, c'est une putain de part de la liberté. Quand t'as de l'argent, tu fais ce que tu veux. Tu vis comme t'as envie. T'as 90% des gens, dès que tu leur parles d'argent, t'es un gros connard, un péteux, tu sais parler que d'argent. Mais mec, tu rêves d'argent matin, midi, soir. Bon l'équipe, bienvenue dans cette vidéo YouTube où on va creuser beaucoup plus en détail comment ça fonctionne Tourismo. C'est quoi vraiment le business model derrière? C'est quoi les marges? Comment ils font pour avoir une croissance qui est aussi exponentielle? Et quel impact ça a eu le développement du personal branding d'Angel au développement de la boîte? Salut Sylvain. Salut Angel. Tourismo, c'est une entreprise qui est dans la mobilité automobile nichée dans le luxe et le sport via une forme d'abonnement qui permet une flexibilité, une simplicité et une liberté qui n'était pas présente. Voilà, ça c'est notre axe. Pour toi aujourd'hui, c'est quoi qui caractérise justement cette liberté, cette flexibilité, cette rapidité? C'est quoi les process que vous avez mis en place justement pour que ce soit le cas? Donc pour la flexibilité, etc., pour le client, ça va vraiment être simplement ce qu'on a proposé. Donc ça va pouvoir changer sans frais, pouvoir arrêter sa consommation, la mettre en pause, changer, nous on appelle ça un switch chez nous, avoir aussi un éventail de voitures qui permettent une flexibilité dans les besoins, dans la déductibilité de la voiture. Toutes les voitures ne sont pas déductibles de la même manière, toutes les voitures ne correspondent pas aux mêmes besoins. Tu vois, des 4 places, des 2 places, des sportives, des moins sportives. Et donc, tout ça au sein de la même formule, c'est ce qui nous a permis d'offrir, je veux dire, la flexibilité aux clients. Et moi aujourd'hui, disons par exemple, je suis client Tourismo, je peux switcher combien de fois par exemple dans l'année ou dans le mois de car dans ma catégorie? Ouais. On a deux formules d'abonnement. On a un abonnement qui s'appelle Tourismo Plus et l'autre Tourismo One. Le Tourismo Plus, il va plutôt s'axer sur une formule premium qui est déjà dans des très belles voitures et qui va te permettre de switcher jusqu'à 4 fois par an et qui t'offre accès à 2 catégories. Donc la première catégorie, tu vas retrouver des Porsche Macan, des Range Rover Velar, des RS3 et RSQ3. Deuxième catégorie qui est vraiment bien étoffée, où tu vas avoir des 911, des 718 GT4, des grands classiques en gros Sylvain, des Range Rover Sport, des RS6, GT53. Donc là on a pas mal de voitures et tu vas pouvoir switcher à l'intérieur de ces catégories et aussi entre ces catégories. Et donc là c'est 4 fois par an, mais généralement on s'est rendu compte que ces clients-là, switcher une fois ou 2 fois par an, c'est déjà bien plus que suffisant pour eux. Et puis on a l'abonnement One qui te donne vraiment accès à toutes nos voitures et là le switch est illimité. Si je veux switcher par exemple 2 fois dans le mois, parce que par exemple disons, j'ai un événement ou peu importe un contexte qui fait que j'ai envie, je peux le faire. Tu peux le faire seulement sur certaines catégories. Les catégories 1 et 2, on ne fait pas ça, ou du moins pas à l'heure actuelle, parce que à chaque fois qu'on va permettre un switch de plus en plus fréquent, ça va augmenter nos problématiques logistiques et opérationnelles et également nos coûts parce qu'il faut à chaque fois faire un check-in, check-out, nettoyage, etc. Donc c'est un peu plus complexe. Donc on va permettre ça plutôt sur les voitures qui coûtent un peu plus cher et donc là le switch peut être au jour et donc on se retrouve avec des clients qui ont une voiture chez nous qu'ils utilisent en daily car, voiture du quotidien et qui vont venir ici, ils ont un événement le week-end et ils vont prendre une voiture 3 jours. Okay. Et aujourd'hui, c'est quoi un peu les plus gros modèles de voitures que vous avez chez Tourismo? Quand tu entends les plus gros, tu veux dire quoi? Les plus chers ou les plus duplicables? Je veux dire non, les plus chers, les plus rares, on va dire, selon t'es le plus fier. Les plus chers, ça va être du style les Ferrari, Lamborghini. On a Ferrari 488 Pista, donc, si tu veux, dans l'automobile, tu as à chaque fois, par exemple, Huracan 488, et puis tu as les dérivés ultimes à chaque fois, tu vois, des éditions spéciales. Et donc là, on a 488 Pista, on a l'Esteo qu'on a vu tout à l'heure, qu'on ira tester, Technica et Urus Performante, ça c'est des voitures qui sont vraiment rares et difficiles à avoir. Et puis je dirais que ce n'est pas tant ces voitures-là dans lesquelles je suis le plus fier aussi, mais aussi plutôt savoir dupliquer certains modèles. Je trouve ça incroyable que notre business puisse être dupliqué comme ça à l'infini sur certaines voitures. Combien de voitures aujourd'hui? On a une petite cinquantaine, entre 50 et 60 voitures. Et on aura combien là dans les… on va passer bientôt à 100. Hein. Okay. Enfin, pas dans le nouveau plan, dans les commandes. Oui, là, il y a 2 camions qui arrivent. C'est-à-dire qu'à mon avis, le mois prochain, on sera entre 60 et 75 voitures. Quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi la voiture
qui est la plus rentable pour toi chez Tourismo? Mais la rentabilité, c'est très spécifique et les gens ne le comprennent pas toujours parce que dans des catégories, on a des voitures qui s'écartent un petit peu au niveau du tarif. Et les gens disent tiens, c'est bizarre, tu mets une M3 compétition à côté d'une RS6, normalement c'est une M5. Pourquoi? Parce que les gens vont se dire, on va dire, tu vois, tu as Audi A1, série 1, ils vont dire, pardon, Audi A3, série 1, Audi A5, série 5, des trucs comme ça. Alors que moi, je ne considère pas l'automobile comme ça par rapport au classement que chacune des marques fait. Et on ne catégorise pas comme ça aussi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le prix d'achat. Il y a aussi le coût d'entretien et la possible décote qu'a ta voiture. Et c'est un tout qui forme la mensualité. Et alors, grâce à ça, on va catégoriser finalement la voiture et on va pouvoir la remettre dans une ou dans l'autre catégorie. On a des voitures dans des catégories qui coûtent plus cher, en moyenne, 20 30 000 euros plus cher que d'autres, mais qui ne décotent pas. Donc forcément qu'on peut les mettre dans la même catégorie que des voitures qui coûtent moins cher mais qui décotent beaucoup plus. La plus rentable, franchement, pas d'idée. En tout cas, cette année, on a fait fort sur la Porsche Macan. Donc Porsche Macan, c'est la voiture, je pense qu'on a beaucoup dupliqué. C'est pas la seule qu'on va dupliquer. On a Range Rover Sport, on en a acheté 10 aussi. Donc tu vois, ça c'est catégorie 2, ça, donc c'est un peu plus cher déjà. Et en général, aujourd'hui, un client qui vient chez Tourismo, genre tu sais, je te faisais le parallèle un petit peu parce que moi, c'est vrai que de base, le milieu de l'automobile ou la location dans ce domaine-là, c'est un domaine que je connais pas particulièrement, mais ce que je vois très souvent dans le business, et moi plutôt dans le business en ligne, dans le business model notamment des SaaS, c'est que les business qui sont les plus puissants au monde, c'est vraiment les business qui tournent sur du recurring, donc sur de l'abonnement récurrent. Et je trouve ça vraiment top d'avoir pu amener ça à un business entre guillemets physique, qui sont la voiture, avec ce côté-là recurring, tu vois. Mais tu vois, en fait, ce qu'on essaie de faire, effectivement, c'est on a un business physique et en même temps, on essaie d'être dans le digital. Ça veut dire qu'on essaie de tout digitaliser, on essaie de travailler à distance, on essaie de gérer le Luxembourg, enfin la Belgique par le Luxembourg, la France par le Luxembourg, etc. Qui en a un process client 100% digitalisé. On va bientôt pouvoir avoir des abonnés qui, s'ils veulent, ne nous appelleront jamais et nous ne verrons jamais. Tu vois, ils auront leur voiture qui sera déposée chez eux et tout le process sera fait sur une app. Et effectivement, on fait du digital et du physique, tu vois, du coup. Notre business, c'est un milieu des deux. Dans ta réflexion de la récurrence, avant, on ne l'avait pas. Et donc, on avait de la location court terme, on faisait de la location court terme et long terme aussi. Donc, long terme, j'appelle ça 3 mois, 6 mois. Et on avait un recurring par nature sur certains clients qui aimaient tellement, qui consommaient, mais il n'y avait rien on n'avait pas mis en place l'abonnement, tu vois. Et par contre, on a déjà fait des mois sur une Ferrari Pista où on fait 35 000 euros hors TVA de chiffre d'affaires, ou 15, 20, 25 000, donc tu vois, quand même des gros montants par unité. Et quand on a mais par contre, le mois d'après, tout se rejouait, tu vois. Et c'est ça le problème, même dans le business, tu vois, moi je le vois en tant qu'agence ou peu importe le business model ou quoi, quand tu as un business où tous les mois, tu dois aller rechercher justement un client, aller remettre cette énergie-là et que tu n'as pas de prévisionnel sur le mois d'après, dans 3 mois, dans 6 mois, combien tu vas faire. Du coup, tes investissements que tu vas faire, ça va être dur de les calculer étant donné que tu n'as pas un prévisionnel qui est vraiment solide. Aujourd'hui, pour moi, avec toutes ces choses-là, le recurring, c'est la forme la plus forte. Pour moi, en fait, les deux business models qui sont les plus forts au monde, c'est soit les plateformes de mise en relation, type que tu prends Uber, Netflix, etc. et tout, soit les plateformes qui vont être basées donc, sur de l'abonnement récurrent. Et quand tu vois toutes les plus grosses boîtes au monde, en réalité, aujourd'hui, d'une certaine manière ou quoi, c'est aussi ce qu'ils ont proposé pour beaucoup de choses. Ouais, mais du coup, nous, quand on a fait le recurring, on a perdu aussi de l'autre côté. Parce qu'on a diminué de manière drastique notre chiffre d'affaires mensuel, puisqu'on loue beaucoup moins cher sur du recurring que sur du court terme. Make sense, puisqu'on s'adresse plus à des gens qui auraient acheté la voiture, qui auraient fait un leasing opérationnel, un crédit, peu importe, que des gens qui la louent pour 5 jours, 7 jours, où le tarif est légitimement plus cher. Donc on a perdu du chiffre d'affaires, mais ça, ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand tu regardes ce qu'on faisait l'année passée, ce qu'on faisait cette année-ci, on fait quand même in fine plus de chiffre d'affaires. Donc on a continué à développer notre chiffre tout en diminuant le chiffre d'affaires par ressource. Pourquoi? Parce qu'on a acheté énormément de ressources, et donc on a continué à progresser par rapport à ça. Et ce qui est vrai, maintenant, ce qui est vraiment impactant, c'est que chaque mois, on ne se prend pas la tête. Et tout est booké sur des mois et des mois à l'avenir. C'est des clients qui sont beaucoup, beaucoup plus respectueux du matériel que ce que tu peux avoir dans d'autres types de locations. Donc ça a été vraiment un pivot qui a été game changer. Tu vois. Si jamais tu te mets à la place d'un client, genre sincèrement aujourd'hui, tu trouves ça plus cool de prendre l'abonnement Tourismo que d'acheter la voiture en elle-même? On va dire que plus cool de louer que d'acheter, non.
évidemment non. Mais ce que je trouve incroyable par contre, c'est l'abonnement, il te donne une expérience que tu ne pourras jamais avoir dans la propriété et une connaissance de l'automobile que tu ne seras jamais avoir dans la propriété parce que tu ne sais pas acheter une voiture tous les mois. Logistiquement et financièrement, tu vas te péter la tronche, tu vois, ça va te coûter une fortune. Alors que chez nous, tu peux tout tester. Tu oublies tes préjugés. Nous, on a plein de clients qui ont des préjugés sur des voitures et ils vont les garder toute leur vie dans la propriété. Pourquoi? Parce qu'ils ont un préjugé, donc ils ne vont pas être intéressés. Donc peut-être s'il y a un événement qui fait que la voiture est devant eux et qu'ils l'essaient, mais bon, ça n'arrive pas souvent. Ils vont garder leurs préjugés, ils ne vont jamais essayer. Dans l'abonnement, comme c'est tellement simple de changer, de switcher, on fait essayer à des gens des voitures qu'ils n'avaient pas l'intention d'essayer. Et puis ils se rendent compte que derrière ce qu'ils pensaient être nul ou ce qu'ils pensaient ne pas leur plaire, ils découvrent une nouvelle passion pour quelque chose d'autre, comme tu as découvert tout à l'heure pour le confort de la long wheelbase, tu vois. Mais un client aurait pu le faire aussi. Il roule tous les jours en Cayenne. Non mais Range, c'est une marque de vieux, j'aime pas trop. Il va jamais l'acheter, il va jamais rentrer dans une concession Range. Nous, on va lui téléphoner, on va lui dire écoute, on a vu que tu aimais quand même bien le confort de la Cayenne, etc. Pourtant, c'est quand même sportif. Ce que je te propose, c'est que voilà, le mois prochain, tu n'as plus ta Cayenne, prends un mois le long wheelbase avant de partir, je sais pas moi, 6 mois sur la Macan que tu avais réservé, calons un mois le long wheelbase et c'est là, tu vois. Et là, il va, ouais, t'as raison, il va peut-être essayer pour un mois, ça change rien pour lui, tu vois, il n'y a pas de frais au switch. Donc, il va l'essayer, et donc il va avoir une connaissance sur l'automobile qui est exceptionnelle, qui est inachetable. Et c'est la simplicité aussi, où tu vois, par rapport, je pense, aux réparations, par rapport, comme tu me disais, la customisation, par rapport à l'expérience client. Je pense que c'est vraiment en fait toutes ces choses-là qui vont réellement encore plus faire la différence pour lui, tu vois. Ça c'est vrai que c'est encore autre chose. Donc, tu as vraiment le nombre de choses que tu peux essayer dans le marché, que tu peux connaître, que tu puisses tester. Et puis, tu as la simplicité de l'utilisation. Comment tu travailles justement sur ces process-là? Comment tu fais en sorte toujours d'améliorer l'expérience justement client? Et quelle importance pour toi ça joue dans le business, l'expérience client? Mais je pense que c'est game changer et je pense que c'est là-dessus qu'on se focus parce que j'ai l'impression que le service a disparu de l'automobile et pas tous. Il y a des gens qui ont un service incroyable et les boîtes sont tellement grandes que l'expérience client qui est derrière est vraiment dure à rivaliser. Mais dans les petites choses du quotidien, tu perds tes clients. Tu vois, je ne veux pas citer des marques, mais il y a des marques qui sont stratosphériques, qui font des expériences qui sont incroyables, mais dans les petites choses, ça va être une tannée totale. Tellement c'est compliqué. Tu es déjà rentré dans un after-sales d'une concession. Ils ne savent même pas qui tu es, alors que tu as acheté la voiture chez eux, tu vois. Ou la dernière fois, on a réceptionné une voiture et on s'est rendu compte que la réception a été donnée à quelqu'un d'autre que le vendeur. Donc c'est même plus le vendeur, et dans plusieurs concessions, c'est plus les vendeurs qui te donnent ta voiture. Donc tu achètes la voiture, tu fais confiance à quelqu'un, tu achètes la voiture, tu la réceptionnes avec un autre, quand tu fixes ton rendez-vous, c'est avec quelqu'un d'autre, et puis après quand tu arrives pour ton rendez-vous d'after sales, c'est encore quelqu'un d'autre, c'est pas le secrétariat, ça c'est le gérant de l'after sales, et puis après le mécano, c'est encore un autre mec. Mais c'est une tannée. En plus après l'assurance, c'est encore un autre mec, puis bon, écoute, franchement, c'est pas spécialement cool, tu vois, je veux dire, tu as un business dans un plaisir, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué à gérer. J'ai jamais eu un mec qui m'a dit non mais moi j'adore entretenir, assurer mes voitures, mais c'est génial. Là c'est le moment où je passe le plus de kiff, tu vois. J'ai jamais connu ça, tu vois. Donc l'idée du coup c'est de rendre simple ce qui est complexe et que ça se ressente pas pour le client, tu vois. Que ça se passe en toute fluidité, c'est pas toujours facile, on n'est pas toujours en 5 sur 5 mais on essaie de l'être. On essaie de fixer les rendez-vous pour les clients et donc tout ce qui est mauvais sur l'industrie automobile et qui est compliqué, nous on l'apprend, on l'absorbe et on essaie que le client ne la ressente pas parce que finalement on joue avec ces pions-là aussi puisque nous aussi on envoie nos clients, si le client, je sais pas moi, il est à Bruxelles, citons pas Bruxelles, mais si le client est à Paris avec une Porsche et qu'il doit faire l'entretenir dans une zone qu'on ne connaît pas, ben, on va devoir téléphoner à une concession qu'on ne connaît pas, on va leur expliquer qui on est. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur envoyer, on va leur dire écoutez, dites-nous combien c'est l'entretien pour qu'on les paye à l'avance, pour pas que le client doive sortir sa carte de crédit. Donc, tu vas tout simplifier en fait. Et mec, c'est une complexité. C'est une complexité. De temps en temps, un entretien avec des gens, ça prend un membre de l'équipe une demi-journée. Tellement c'est complexe, machin, et la voiture de remplacement, elle n'est pas là, et on essaie que le client ne doive pas attendre. Enfin, donc c'est vraiment très complexe et on essaie de rendre ça très simple, tu vois.
Donc ça, c'est une première chose, c'est dans la vie, ça va dans la simplicité. De nouveau, tu vois, on tourne tout le temps en flexibilité, simplicité, sans engagement, c'est vraiment le maître mot, quoi. Et à la base, quand tu as eu l'idée de Tourismo, Ouais. est-ce que c'était dans cette vision-là ou c'était quoi, on va dire, l'idée que tu avais de base? Ouais, Tourismo, c'était cette vision-là. Ok. Donc depuis le début, tu savais que tu voulais aller là. Ouais. De base, j'avais des boîtes qui s'appelaient autrement. Je voulais faire leasing part-time et multicar. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, du coup, je savais très bien que pour faire toucher ces clients plus long terme, il fallait vraiment rivaliser encore plus avec l'achat. Et donc, il fallait diminuer drastiquement le chiffre d'affaires par ressource et s'approcher à quelque chose qui est presque risible en termes de bénéfices, tu vois. Et de temps en temps, il y a des voitures où on n'est pas en cash flow positif. Tu vois, parce que les mensualités de la voiture, les crédits, le first payment, tu vois, les clients, tu t'en rends pas. Je te prends un exemple concret. Tu voulais du concret, je vais donner un exemple concret, même sur une catégorie 1. Et c'est là où ça se reflète le moins. Mais quand on fait un nouvel abonné, le nouvel abonné, il paye une fee de 3 780 €. D'accord, c'est son frais d'entrée annuel pour l'inscription au service d'abonnement. Et puis, il va prendre sa Macan à 2 180 hors TVA par mois, tout compris taxes, assurance, entretien, qu'il apprenne 1 mois ou 6 mois. Et donc là, il y a un abonné qui rentre, nous de l'autre côté. Donc on va percevoir cet argent. De l'autre côté, on doit acheter une Macan. Ça veut dire qu'il faut sortir 80 000 balles. C'est-à-dire que même si tu lèves de la dette, il faut sortir entre 15 et 25% d'apport personnel. Si elle est en Belgique, tu vas avoir 7 500, 10 000 € de taxes en plus à sortir. Donc imaginons qu'on est à 20%, ça fait déjà 16 000, plus 10 000 € de taxes, ça fait déjà 26 000 € upfront. Or qu'on touche au client 3 780, parce que la première mensualité de 2 180, nous aussi on va payer le premier mois du crédit, l'assurance, les trucs, etc. Donc à chaque fois qu'on va prendre un nouvel abonné, on va devoir mettre plus nous en fonds propres que ce qu'on va toucher. Donc tu vois, c'est ce qui crée une barrière énorme à l'entrée pour les gens qui auraient envie d'essayer, parce que si tu veux rivaliser un petit peu, de nouveau c'est complexe d'acheter, mais le client ça doit être très simple. Donc tu ne peux pas dire au client met 15 000 upfront et puis on fait des... Non, c'est la simplicité qui est prônée et nous on Et comment tu as fait justement, parce que comme tu dis, les barrières à l'entrée elles sont assez hautes. Ouais. Toi, c'est un business et c'est un milieu dans lequel, avant que tu commences, je veux dire, tu n'étais pas forcément, tu vois. Et comment tu as fait justement pour pénétrer ce marché-là alors que les barrières elles sont aussi hautes? Ça s'est fait avec les années. J'ai pensé donc à l'abonnement ou du moins à ce process d'utilisation très tôt, mais je l'ai fait une étape à la fois, une voiture à la fois, une barrière brisée à la fois. Tu as commencé avec combien de voitures? Avec une. Ok. Voilà. Comment ça s'est passé? Parce que du coup, tu n'avais pas de flexibilité, t'avais pas de... À vrai dire, j'avais même plutôt 2 voitures. Mais c'était mes voitures personnelles, en fait, que j'ai commencé à louer comme ça un petit peu pour tester, tu vois, des gens que je connaissais, etc. Puis j'ai acheté une voiture qui était vraiment faite pour la location, puis 2, puis 3, puis ça a continué. Et puis après, on en a reperdu, on en a regagné, on en a reperdu, on en a regagné. Et puis on a reperdu, puis on a tout perdu, puis après c'est parti, quoi. Et là maintenant on commence à recevoir les voitures par camion. Donc ouais, ça par c'est. Camion, ouais, ça va bien. Bientôt par paquebot, par conteneur, un conteneur de Porsche. Je pense qu'un des trucs aussi là récemment qui a permis de faire augmenter encore plus la demande de clients qui veulent justement du tourisme, ça a été indéniablement le développement de ton personal branding, tu vois. Oui, indéniablement. Quel impact ça a eu aujourd'hui cette présence sur les réseaux sociaux, sur le business, et comment tu l'as ressenti? Il y a des points positifs, des points négatifs. Évidemment, quand tu tiens tes propos sans vouloir être doux et tu vois et déjà, excuse-moi de te couper, mais avant même de ça sur les propos, comment c'est venu de faire du personal branding? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui ont des business même physiques ne font pas de personal branding. En tout cas, moi personnellement, je vois des gens qui font du personal branding dans plein de milieux différents, notamment dans la formation en ligne, mais des gens qui ne font pas de formation, parce que c'est ton cas, et des personnes qui sont dans un business comme par exemple sur de la location. J'ai jamais vu personne qui fait de la location faire du personal branding comme ça. Donc déjà, comment ça t'est venu en tête de le faire et pourquoi tu l'as fait en fait? Mais donc, si tu veux, il y a 1 an ou 2, on avait quelqu'un qui s'occupait de faire du content, mais directement pour Tourismo. Et on faisait des vidéos voitures, vraiment voiture, tu vois, juste les voitures. Et puis on se rendait compte que dès qu'on mettait un petit peu d'humain, ça parlait plus, les gens prenaient, les gens appréciaient, les gens mettaient plus de trust quand ils te voyaient que quand tu faisais juste une vidéo de la voiture. Et donc on a commencé à expliquer, à parler autour des voitures un petit peu, mais je te parle de ça, pas sur 150 vidéos, sur 5, 10 vidéos, tu vois, petites apparitions.
Et on s'est rendu compte que c'est ce qui marchait, tu vois. Mais on le faisait via Tourismo, sur Tourismo. C'était pas focus sur Angel, c'était Tourismo et Angel était on va dire un peu un ambassadeur, quelqu'un qui intervenait dans Tourismo. Moi ou des membres de l'équipe qui le faisaient. Et donc, on le savait que… C'est du branding d'entreprise plus que du personal branding en fait à ce moment-là. Oui, mais on avait mis l'humain. Ouais, mais tu avais mis de l'humain, mais ça restait autour du corporate, ça restait autour de la marque Tourismo à 100%. Ouais. Comment ça s'est passé et pourquoi tu as décidé de switcher en partie justement sur le personnel? Parce qu'on a compris que les gens suivaient plus un humain qu'une entreprise et que s'ils suivaient une entreprise, c'est pour l'humain qu'il y avait derrière. Et donc c'est là où on a décidé de faire le switch il y a 4-5 mois. On a recommencé, on s'est dit cette fois-ci, au lieu de remettre ses efforts directement sur Tourismo, parce qu'évidemment que si on fait tout ça, c'est pas pour s'amuser à avoir plus de followers, plus de vues, c'est effectivement pour pousser notre entreprise vers le haut. Et donc on a recommencé en ayant toujours le même but, faire connaître l'entreprise, faire connaître ce qu'on fait, faire reconnaître notre travail, mais via le personal branding, donc via moi du coup. Et en termes de retombées, c'est quoi les retombées, on va dire, positives que tu as pu voir justement de ça? Il y a des vidéos qui ont popé et qui, par exemple, sur un week-end, ramènent 30-40 000 personnes sur le site internet. Tu vois, ce qu'il faudrait normalement en acquisition payante, en pub, ce qui représenterait des sommes quand même très importantes. Alors que là, on en parlait tout à l'heure mais ça représenterait quand même, on va dire, des milliers d'euros. Et on en parlait tout à l'heure avec Tarek où il me disait que la plupart de vos vidéos, elles sont faites juste à l'iPhone, comme ça, prises sur le vif avec le côté authentique, naturel. Et pourtant, justement ça te ramène plus de trafic que si jamais tu spendais des milliers d'euros sur ton site. Tu t'attendais à qu'il y ait autant de retours positifs dessus quand tu as commencé ou pas forcément? Alors, écoute, franchement, je ne sais pas si ça allait fonctionner, pas fonctionner. En tout cas, sans se mentir, on savait que ce qu'on vivait était passionnant. Tu vois, c'est genre. Mais on est passionné, quand on rentre dans la danse, on est passionné, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est des belles voitures, etc. Donc, bon, la recette devait fonctionner. Est-ce que les ingrédients étaient bons? Est-ce que la recette allait bien être bonne au final? Je ne savais pas, mais les ingrédients étaient bons. Exactement. Après, tu vois, quand tu te mets en avant, moi, je ne suis pas à me dire que je suis suffisamment bon, que pour tout le monde me regarde, etc. Donc, ouais, bof, quoi, tu vois ce que je veux dire. Je sais que mon business est passionnant, qu'il parlait à plein de gens, que l'automobile parlait à plein de gens. Je ne sais pas si j'étais la bonne personne pour le faire, mais on l'a fait. Et puis ça a bien avancé, parce que ça fait quoi, 3-4 mois qu'on entend parler de nous. Alors les gens pensent que Tourismo, ça vient de naître, c'est marrant, tu vois, alors que ça fait des années et des années. Mais finalement, il y a plein de choses qui ont changé, mais on n'avait pas de souci de scalabilité des clients. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est bien qu'on entend plus parler de nous et de la marque, mais ça n'a pas changé ça n'a pas donné un boost de x50 sur nos produits. Pourquoi? Parce que tu peux regarder… Il faut que tu gères la demande et que tu l'absorbes, et ça c'est un problème. 100 clients ou 10 000 clients, ça ne change rien pour nous. Tu vois, je veux dire, au contraire, on doit engager des mecs qui vont téléphoner et parler aux clients en leur disant écoutez, on n'a plus de place. Parce que c'est réel, tu vois, c'est pas du bullshit, téléphone demain, prends un abonnement Tourismo Plus, essaie d'avoir une catégorie 1 ou 2, c'est pas possible, tu vois. On est en liste d'attente. Point, on ne sait rien faire. Donc, et ça me prend encore plus de temps, tant que je ne peux pas mettre dans le développement financier pour aider à continuer à alimenter évidemment les nouvelles voitures. Donc c'est pour ça que c'est un juste équilibre à trouver. Et finalement, déjà, la première chose qu'on a fait, c'est que Tarek et moi, c'est vraiment, Angel, tu as 2 minutes pour qu'on filme, tu vois. Et on fait un truc, ça prend 20 minutes, on est dans l'hangar, où j'ai un coup de gueule ou machin, il sort son GSM, il filme, on fait des réels et ça part. Je pense que c'est ça vraiment qui fait aussi la différence, parce que moi je vois beaucoup de personnes, tu vois, même qui viennent vers moi ou vers l'agence et qui me disent ouais, j'ai envie de faire du Angel. Mais en fait elles ont, tu vois, et vraiment il y a des gens maintenant, ils viennent et ils me disent je veux faire ce type de format de contenu, etc. Et ils veulent le préparer, ils me disent ouais, j'ai pensé à tel script, à tel truc, etc. Mais ils comprennent pas que s'ils veulent faire justement ce type de contenu là, bah justement ils doivent pas venir le préparer, le script et tout. Au contraire, en fait c'est l'inverse. Il doit avoir cette spontanéité là et cette authenticité. Je pense que la spontanéité, l'authenticité, ça se mitonne pas, tu vois, ou ça peut se mitonner 1 ou 2 fois, peut-être. À une certaine mesure, mais pas jusqu'à un… Et puis ça se ressent, tu vois, c'est bullshit ce mec. Alors effectivement, le problème avec la spontanéité, c'est que tu peux faire des erreurs, tu peux tenir des propos.
que tu n'as pas envie de dire. Tu vois, c'est moins lissé, tu vois, ça peut être plus. Mais c'est ça qui fait que ça marche. C'est ce qui fait que ça marche, mais c'est ce qui fait que tu peux avoir le revers de la médaille aussi. Et pour toi aujourd'hui, ça a été quoi un petit peu le revers de la médaille de la visibilité quand même que ça a développé, de l'attraction? Tu me parlais un petit peu d'impression la dernière fois en me disant que vous avez fait plusieurs dizaines de millions d'impressions, il me semble, Ouais. sur justement ces différents contenus. Aujourd'hui, ça a été quoi un peu pour toi peut-être le revers de médaille auquel tu ne t'attendais pas? Mais, les problématiques avec les compliance bancaires, les problématiques avec le, je sais pas si on peut le dire ça, mais genre on se fait controler, on se fait contrôler non-stop, TVA. Parce que tu es plus visible, donc tu attires l'attention sur toi, et donc quand tu as la lumière. Ouais, et ça, mais tu vois. Si on le fait, c'est parce qu'on sait qu'on est droit dans nos bottes aussi, tu vois ce que je veux dire. Tout est nickel chez nous, tout est… Bon voilà, alors s'il y a des process logistiques qui sont pas parfaits, tu vois, qu'il faut encore… Ok, c'est normal, ça fait pas 25 ans qu'on est là, on n'a pas 150 employés, on fait pas 500 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc c'est normal qu'on doit encore s'étoffer, mais en tout cas on est honnête, on est droit et on est legit. Donc on peut faire parler de nous, tu vois, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais ça prend encore plus de temps, tu vois. Donc ça c'est des trucs qui peuvent être embêtants, mais je dirais à la limite je m'en fous. Tu vois, il y a toujours des problèmes. Toujours un revers de médaille, quoi que tu fasses. Un revers de médaille. Tout ce qui est bon, c'est que les garages nous connaissent. On fait entretenir des voitures, même à Monaco ou au sud de la France. Ouais, mais tout le monde est. Ah oui, vous êtes Turismo. Ah bah putain, c'est trop cool. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais on va vous trouver une place. Boum. Alors, c'est au bénéfice de nos clients finalement, tu vois, parce qu'on a réussi à placer un rendez-vous dans un garage avec qui on n'a jamais fait affaire parce que le mec derrière est passionné d'automobile, donc il est forcément tombé sur nos vidéos. Où il y a de grandes chances, ou son collègue, lui, tu vois, et du coup, ils vont essayer de nous donner un petit coup de main pour nous dire, ouais, ben, on apprécie ce que vous faites, indirectement, on va essayer de vous mettre en avant, etc. Et finalement, qui gagne? Le client, tu vois. Parce que le client, on a su lui plugger, je sais pas moi, la dernière voiture de remplacement qui restait, ou on a su mettre un rendez-vous. Des opportunités, des choses. Est-ce que tu conseillerais à tout chef d'entreprise, par exemple, qui a du mal à avoir de l'attraction, de la visibilité, etc., à une certaine mesure, s'ils sentent justement qu'ils aiment bien un peu la caméra, etc., à le faire, et à le faire plutôt sur du personnel que sur du corporate, parce que très souvent c'est la question qui se pose. Ouais, mais je dirais que aimer la caméra ou pas, c'est vraiment pas une condition sine qua non, puisque moi je déteste être filmé. Tu regarderas que je regarde plutôt la personne qui est derrière la caméra que la caméra. J'ai jamais fait une vidéo avec en train de parler. Non, je supporte pas ça. Donc ça, c'est pas quelque chose. Aimer faire le show, non, tu vois, parce que bon, il y en a, mais moi c'est pas trop ce qui me passionne. Je dirais que si tu es passionné et que tu as envie de le montrer au monde et que tu n'en as rien à faire justement des critiques, alors vas-y. Parce que y a des gens qui sont pas prêts à accepter d'avoir 500 commentaires en une soirée négatifs qui essaient de te briser mentalement, tu vois. Donc si tu es un peu faible, que tu es déjà un petit peu tu vois, en train de boiter, etc., que tu n'es pas un caractère qui… laisse tomber, mec, tu vas te faire éclater. Continue à faire ton truc et quand tu seras fort, viens sur le podium, commence à prendre le micro et si toute la salle te hue, tu dois être capable à continuer à parler jusque quand on est un qui dit putain je l'aime bien et tu as le panneau rouge qui se transforme en vert et il faut que tu saches continuer à alimenter pour que finalement on ait que des panneaux verts devant toi. Et ça, je pense que si tu n'es pas prêt à le faire, que tu n'as pas la capacité à l'accepter, ne commence pas. L'entrepreneuriat, c'est déjà difficile. Se mettre en public, en plus de ça, c'est encore plus difficile. Mais effectivement, ça va amener de la visibilité. Et si ton business en a besoin, c'est top. Mais tous les business n'en ont pas besoin. Mais tu parlais de commentaires, de 500 commentaires comme ça, etc. Est-ce que toi, tu t'es développé? Tu as vu justement des commentaires ou des trucs qui se disent sur toi ou quoi, genre je sais pas, même qui t'ont fait rire, qui t'ont étonné ou qui t'ont peut-être blessé ou genre je sais pas, genre est-ce que c'est un impact? Des vagues de haine et des vagues de passion. J'ai aussi vu énormément de gens qui sont stupides, mais j'ai aussi vu énormément de jeunes qui veulent entreprendre et qui sont perdus, tu vois. Donc bon, on a appris sur le monde, on en discutait encore, on en discutera ce soir, mais on a appris beaucoup sur le monde par rapport à ça. Et c'est vrai que souvent j'ai des membres de mon équipe qui arrivent, mort de rire, attends je t'en raconte une, et qui me lisent un message. J'ai le meilleur commentaire TikTok de la journée. Ouais, j'ai le meilleur commentaire, machin, tu vois, que ce soit négatif, que ce soit positif, que ce soit une joke méchante, une joke gentille, tu vois. Donc ouais, c'est marrant. Mais on apprend beaucoup sur le monde par rapport à ça. Est-ce que tu veux qu'on réoriente vers le développement financier, chiffre d'affaires, justement, moi, en fait, la question que je me pose par rapport à ça, c'est genre, tu vois, le développement du personal branding, là, en fait, dans l'optique où vous étiez, déjà, je sais que de base, vous, de trouver justement des adhérents pour Tourismo, c'était pas le problème. Parce que déjà, de base, il y avait une demande qui, de par le concept, de par l'image de marque, de par l'expérience client, qui était déjà forte.
ce travail sur le personal branding, il a fait exploser encore plus cette demande-là, où tu as décuplé le nombre de visites et où tu as encore augmenté la puissance marketing. Et aujourd'hui, je pense que le chiffre, je ne sais pas, il a été multiplié par combien en termes de demandes, mais il a dû être très drastiquement augmenté. Maintenant, quand on veut scaler une entreprise, il y a toujours pour moi deux paramètres, c'est l'acquisition et c'est la délivrabilité. Et il faut toujours que tu réussisses à avoir un équilibre entre ces deux choses-là, parce que si tu as une énorme demande mais que tu n'es pas prêt à délivrer autant, tu ne vas pas bien scaler. Et si jamais tu as trop de délivrabilité mais tu n'as pas d'acquisition, voilà, tu es ralenti et tu scales pas. Mais quand tu as des entre guillemets, bons problèmes, c'est ce que j'appelle des problèmes de riches, où tu as trop d'acquisition et que c'est compliqué de délivrer, le travail sur les process, sur la gestion de la trésorerie, etc., ils peuvent être énormes et ça t'amène à des nouvelles complications que tu n'avais peut-être pas anticipées. Toi aujourd'hui, comment tu gères cette demande entrante et comment tu t'organises? Donc effectivement, déjà le problème de la délivrabilité, voilà, merci, ça dépend le business dans lequel tu es. Je parle vraiment dans le tien. Dans le mien, je pense que ça peut être un peu un moins gros problème que ça pourrait être dans d'autres business, parce que l'offre et la demande, c'est quelque chose que le luxe a toujours essayé de contrôler en disant il faut plus de demandes que d'offres, premièrement. Donc, est-ce que c'est grave qu'on ait plus de demandes que d'offres? Non. Et évidemment que si on a 50 000 personnes qui veulent un abonnement et qu'on a 100 voitures, c'est un problème, tu vois. Mais qu'il y ait une attraction positive et qu'il y ait des gens qui fassent la file, entre guillemets, pour rentrer et qui attendent et qui sont reconnaissants d'avoir leur abonnement et contents, c'est incroyable. Et si cette équation était plutôt vraiment en équilibre parfait, les gens ne se rendraient même pas compte à la limite, ou moins compte. En tout cas, c'est un élément qui fait aux gens se rendre compte que c'est quelque chose de chouette, quelque chose de fort et qu'il y ait plein de gens qui sont là. Il y a cette rareté en fait. Il y a cette rareté et la rareté c'est quelque chose qui fait partie intégrante du luxe et je pense qu'on est quand même dans un business de luxe, tu vois. Donc c'est bien, et puis même pour les équipes, etc., ça fait plaisir à tout le monde de savoir qu'il y a des gens qui nous soutiennent, il y a des gens qui veulent rentrer, qui veulent faire partie de l'aventure. Et puis pareil, alors comment je la gère? Je l'utilise, je la montre aux banques, aux fournisseurs, pour les levées de fonds, pour tout ce que tu veux, en disant les gars, là on quadruple la flotte, en un mois on a tout booké, tu vois. Ça, c'est une donnée qui est incroyable, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça te donne une preuve qui est plus encore de demande que ce que tu peux offrir pour l'instant. Et donc, ça te dit, OK, on peut investir 10 millions en plus, 20 millions en plus en développant la flotte, puisqu'on sait que les gens sont là. Justement. Alors, chercher cet argent-là, c'est directement un autre secteur. Ça n'a plus rien à voir avec le personal branding, mais plus rien à voir, tu vois. Parce que là on parle... Là, c'est le milieu pro. Au contraire, l'équilibre de ton personal branding doit être… Là, ça peut justement jouer en ta défaveur avec certaines personnes. Ça pourrait jouer en ta défaveur avec beaucoup d'organismes. Tu passes un peu pour un rigolo, un gars sur les réseaux qui parle. Et puis, il y en a d'autres qui vont comprendre qu'aujourd'hui, dans cette ère, il faut avoir une personne forte, un personal branding qui porte une entreprise vers le haut et qui, pour ça, fait parler de lui de manière négative ou positive, en espérant que ce soit évidemment plus de positif. Donc, tu vois, c'est un juste équilibre qui fait qu'on avance. Mais donc, comment je fais? Déjà, la première chose, c'est que ici, on a un écosystème qui fonctionne. On réalise du chiffre d'affaires, tu vois, on fait des marges, on fait des profits, on a déjà beaucoup de voitures, on a la confiance de banques, d'investisseurs, etc. Et on va juste passer une étape d'après, donc en disant voilà, maintenant c'est bon, on a montré, ça fonctionne, ok, 10 millions c'est fait. On va passer à l'étape d'après, donc faire rentrer 20, 30, 40 millions d'euros de voitures en essayant de le faire sur la durée la plus courte possible. 1 à 2 ans. Pourquoi 1 à 2 ans? Parce que même si on fait rentrer l'argent, il faut encore avoir les voitures. Ouais. Mais c'est déjà bien, ça veut dire que dans notre scalabilité, la demande n'est plus un problème. C'est magnifique, mec. La demande n'est plus un problème. Je trouve ça. C'est tellement profond. Je trouve ça incroyable. La demande n'est plus un problème. Ok, quel est l'ennemi de votre scalabilité? L'opérationnel? Vos bureaux? Non, on a encore de la place. La demande? Non. On a de la demande. Les voitures, on peut les acheter, il faut un temps pour les avoir, mais on peut les avoir. Donc, c'est juste une question de faire entrer les fonds et c'est une question de confiance, mais plus tes clients.
on va faire rentrer de l'argent. Mais c'est un truc, c'est comme si c'était fait. Ça va pas être compliqué. Je veux dire, quand tu as un écosystème qui fonctionne, que tu as une preuve, etc., tu ouvres tes comptes, tu as des business plans carrés, c'est une question de temps. En 2024, aujourd'hui, pour toi, ça va être quoi l'objectif en termes de location mensuelle, en termes de chiffre d'affaires? Ouais, je pense que, donc pas 2024, pendant 2025. l'année, hein, parce que 2024, Ouais, c'est dans 4 mois, voilà, tu vois. d'ici un an, Mais on va dire que le résultat en fin d'année, il faudrait qu'on fasse 1 million par mois. Là, on aurait fait en location. Enfin, en abonnement, je veux dire, du coup. Ouais, location, abonnement, produits de location, pas les produits. Parce que évidemment, quand on a l'achat-vente de voitures, enfin le recyclement de notre parc, comme on est propriétaire, évidemment que si on a envie de dire cette année, au lieu de faire 5 millions, on fait 10 millions, pas de souci, hein, on vend 5 millions d'euros de voitures, on en rachète. On a fait 5 millions de chiffre d'affaires en plus, on a fait 10 millions. Est-ce que ça a apporté quelque chose dans notre business d'abonnement et de location? Non, absolument pas. Ce n'est pas un chiffre qui a vraiment un impact puissant. Par contre, faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires de location par mois, là, on commence à parler sérieusement. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça commence à être bien, quoi. Écoute, Angel, merci beaucoup pour cette discussion. Je pense que ça peut éclairer beaucoup de personnes aussi qui voient sur les réseaux des fois des formats courts, qui voient certaines choses un peu clivantes, etc. et tout, mais qui ne se rendent pas compte derrière justement de toutes ces questions, que ce soit de logistique, de gestion, de travail, en fait, de tout en fait, ce qu'il y a en dessous justement que la plupart des personnes ne voient pas. Donc merci beaucoup pour cet entretien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo YouTube ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, je mettrai aussi le site internet directement de Tourismo à vous rendre sur leur site, à découvrir ce qu'ils font. Personnellement, comme vous le savez sûrement et vous l'avez peut-être compris au cours de cette dernière vidéo, de base je ne suis pas dans le milieu de l'automobile, c'est pas un domaine qui me passionne, mais je le dis honnêtement en le pensant. Je pense que dès que j'aurai pété mon permis, je pense que… On va te sortir une option chauffeur, Sylvain. Merci beaucoup de l'inclure. J'ai compris, long wheelbase chauffeur, ce sera Mais un petit honnêtement, peu je pense que plus j'aimerais faire un tour ici parce que c'est vrai que moi, tu vois, je suis quelqu'un où ce que j'aime vivre, c'est des expériences plus que posséder directement. J'ai jamais dépensé dans des montres de luxe. J'ai jamais acheté non plus des sables qui valent, genre, je sais pas, des dizaines de milliers d'euros sur des pièces spéciales ou quoi, etc. J'aime bien les belles choses, mais plus que tout, je préfère les belles expériences. Et c'est un peu, je trouve, ce truc-là qu'on retrouve chez Tourismo, où tu vas vivre la meilleure expérience plus que posséder. Et donc, je trouve ça super intéressant. Cool, merci mec. Merci à toi. Ciao. Je sais pas. On est toujours en galère. Ouais, on sait jamais.